Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club. Encore une soirée magnifique, la Ligue des Champions, comme on l'adore. Avec bien sûr ce match nul, un but partout du FC Barcelone à Stamford Bridge face à l'équipe de Chelsea. Et puis le coup de tonnerre habituel du Bayern de Munich, une victoire 5-0 face au Beşiktaş Istanbul. Il sera question également dans cette édition du club des matchs de demain avec notamment Séville qui accueille Manchester United. Ce n'était pas prévu, mais on va tout de même en parler pour faire plaisir à quelqu'un qui nous rend visite pour la première fois dans ce studio de Tanger. Bien sûr, on va parler aussi du Paris Saint-Germain et sa défaite 3-1 face au Real Madrid mercredi dernier. Une remontada à l'envers est-elle possible? Ce sera l'une des questions de cette édition du Club. Julie Rosselin, bonsoir. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Et celui qui a proposé cette belle idée de revenir sur le match de la semaine dernière, ce n'est pas un peu le concept de l'émission, c'est de parler des matchs de ce soir et de demain. C'est Reda El Helali. Bonsoir Reda. Bonsoir, mes 400 km méritaient bien une petite récompense. Une belle petite récompense. On ne va pas se mettre à calculer les kilomètres parce qu'avec Julie, on en a fait des milliers à se déplacer exactement à chaque fois à Rabat pour cette émission. Les amis, on va commencer donc par cette très belle rencontre entre Chelsea et le FC Barcelone. De toute façon, ces deux-là, à chaque fois qu'ils se croisent, il se passe des choses. On a eu un grand match et surtout, peut-être un grand Chelsea au vu des performances des Blues depuis le début de la saison. Ouais, tu l'as dit, c'est un classique de la Ligue des Champions. Premièrement, ça donne toujours des grosses confrontations. Ça donne en plus très souvent des confrontations indécises. Ça se termine toujours un peu au cordeau entre les deux équipes. Alors il y a le score de 1-1 qui est clairement favorable au Barça, qui s'est quand même simplifié la vie pour le match retour. Mais après, il y a la physionomie du match, où Chelsea a surpris. On attendait un bloc bas, il n'était pas bas. On attendait une équipe un peu attentiste, surtout quand on a vu la composition avec ce 4-4-2 sans Giroud ni Morata. On s'est retrouvé au contraire avec deux flèches, qui étaient Willian et Hazard, qui ont été très très dangereux. Il y a eu beaucoup plus d'occasions pour les Anglais. Il y a eu, les Anglais, c'était beaucoup espagnol aussi. Il y a eu beaucoup d'occasions pour les Londoniens. Il y avait tout de même, on a compté, il y avait 4 Espagnols à Chelsea et 5 au Barça. Donc voilà, donc en résumé, on peut dire que le Chelsea a fait un gros match et paye très très cher cette affreuse erreur individuelle. Cette passe affreuse qui traverse la défense et Azpilicueta qui se jette. Voilà, donc le score est un peu cruel pour les Londoniens, mais moi je pense que ça nous ouvre un beau match retour dans la tradition des matchs de Chelsea-Barça que tu citais, quoi. Une équipe du FC Barcelone juste moyenne, un petit peu à l'image de ce qu'on voit depuis le début de l'année 2018. Le Barça, il s'est réveillé dans le dernier match face à Eibar, mais c'était aussi compliqué avec une énorme polémique. Le Barça ne brille pas, mais le Barça prend quand même un très très sérieux avantage. Oui, un sérieux avantage, mais même si comme Reda, je ne suis pas aussi certaine que ça, que ce soit déjà complètement fait. C'est vrai qu'on a vu un petit peu cette tendance à, une certaine gestion et à sembler un peu fatiguée, encore une fois, cette équipe du Barça, comme elle apparaît depuis, c'est vrai, le début de cette année 2018. Face à ça, moi, c'est vrai que j'ai été très étonnée parce que je pensais franchement que Chelsea allait s'en manger bien plus que ça et bien plus que sur une erreur individuelle, effectivement. J'ai retrouvé aussi dans ce Chelsea-là vraiment un peu cet esprit combatif de guerrier qui m'avait manqué depuis le début de la saison et qu'on avait vu vraiment la saison dernière. Ce bloc vraiment compact que j'ai bien aimé et l'esprit aussi que j'ai bien aimé. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de revoir cette équipe comme ça. Ouais. L'équipe du Barça qui n'est pas brillante, effectivement, mais l'équipe du Barça qui ne perd pas. Elle vient d'égaler le record de 31 matchs sans défaite. La dernière défaite, c'était au mois d'août, un match de Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. C'est quand même, sans briller. On va ouvrir le débat. Le Barça de Valverde comparé au Barça légendaire de Pep Guardiola. C'est pas très beau, mais c'est très efficace. On avait dit quand même depuis le début, en tous les cas, moi, ce qui m'a frappé là sur ce match-là, c'est que depuis le début de saison, on a tendance à dire que le Barça de Valverde est notamment très, très solide
à l'arrière, très solide défensivement. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que ce soir, c'était moyennement le cas. Enfin, en tous les cas, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que ça a toujours été le cas. On sent quand même une équipe qui est encore une fois dans l'ultra-dépendance Lionel Messi. Donc, Et moi c'est une réflexion qui me dérange toujours un peu quand on parle d'ultra-dépendance Lionel Messi, comme on pouvait parler d'ultra-dépendance vis-à-vis. Toutes les équipes, à mon avis, qui ont un joueur de cet acabit, dépendent fortement de ce joueur. C'est-à-dire que je ne connais pas d'équipe dans laquelle se poserait un Messi, un Maradona, un Cruyff, un Platini ou ce genre de joueurs et qui ne s'en remettrait pas totalement à son état de forme pour faire la différence. Pour moi, c'est lié à la taille du joueur. Tu as des équipes avec de très grands joueurs qui arrivent tout de même à s'en sortir quand le joueur est absent, etc. Ce qui était le cas du Barça notamment à l'époque où il y avait Neymar et où il avait fait très bien ce rôle de suppléant. Pendant pratiquement 3 mois. Hein. Pendant pratiquement 3 mois. Non, mais après aujourd'hui, Messi, pour rester sur Messi, est tombé sur un os qui s'appelle N'Golo Kanté. Je crois que il y a cette impression, moi je suis d'accord, enfin, ce que je perçois moi de cette histoire de Messi dépendance, c'est qu'on a l'impression que ça s'acharne un peu, voilà, ça s'acharne un peu dans l'axe, ça veut passer, bon, ça on connaît Messi, quand ça passe pas, ça va continuer, ça peut passer à la 88e minute, et là, bon, c'est passé sur une action qui est tombée du ciel, mais il y a ce côté un peu de s'acharner et de ne pas réinventer son football quand la Formule A ne marche pas. Mais pour revenir à ce que tu disais sur Valverde comparé à Guardiola, Valverde avait Iniesta, Guardiola avait quelques années de moins. Iniesta, Xavi, on avait une équipe, c'est même pas la peine de s'amuser à comparer, on la comparera peut-être dans 10-15 ans à une autre équipe comme on a comparé le Barça à l'Ajax ou Milan AC ou Brésil de Socrates, Zico, de Tele Santana. Voilà, c'est des équipes un peu stratosphériques et ça serait un peu, je comprends les supporters du Barça, mais ça serait un petit peu être des enfants gâtés que d'exiger que pendant 10 ans on produise un jeu révolutionnaire, à la fois séduisant, efficace, glorieux, formé au club. C'est le fantasme de tout le monde, ça existe dans une vie de supporter. Il faut dire merci au bon Dieu et espérer des victoires, ce que Valverde a su faire. Mais pourtant, sur tous les points que tu viens de soulever, ils ne sont pas loin d'y être quand même. Ah, on est moins flamboyant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est un peu moins flamboyant, ça reste efficace. On est moins flamboyant et surtout, Reda, tu le signalais bien, on est moins Masia, made in Masia quand même, de moins en moins. Ah, pour moi la classique évolution du supporter se fait en plusieurs phases. Donc, alors, on arrive... Sans qu'on a dévié. Premièrement, on n'est pas content parce qu'il n'y a pas de résultats. Après, on veut des résultats. Quand on veut des résultats, on veut taper le rival direct, aller-retour. C'est fait. Voilà, c'est fait. Après, on veut jouer très bien. Bon, ça a été fait. Puis après, le fantasme ultime, c'est d'avoir des jeunes formés au club. Voilà. Ouais. Alors là, quand on arrive à ce Graal, voilà, là, on est comblé en tant que supporter parce qu'on a formé nos joueurs, on a tapé les adversaires, on a gagné les titres. Voilà, maintenant, il ne faut pas non plus... Si jamais ils passent 1 ou 2 mauvaises années, ils vont revenir à la base, ils veulent juste gagner. Ensuite, ils veulent juste battre le Real. Ce que j'essaie de dire par rapport à Valverde et Guardiola, c'est que Guardiola... Sa réflexion sur le jeu a mené à construire une équipe où tu pouvais les déguiser, on les reconnaissait. C'est-à-dire que tu les floutais leur visage et mettais un maillot gris, on voyait très bien comment ils jouaient. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Voilà. Aujourd'hui, c'est bien moins le cas par Messi. Et tant mieux, parce que ce n'est pas évident de faire durer une équipe sur qui a à peu près tout gagné, sur cette durée de vie. On le voit juste avec la 3e année de Zidane, qui a du mal à retrouver les ressorts pour motiver son groupe. Valverde a su le faire, alors qu'il a quand même des os à gérer. C'est-à-dire que l'ego de Messi, c'est pas facile à faire. Je pense que c'était un mariage de raison entre Messi et son clan, c'est-à-dire pratiquement tout le monde, et Valverde. Pourquoi Parce qu'ils sortent de 16 ans, Luis Enrique, qui, lui, c'était clair, ça se passait très très mal avec les patrons du vestiaire, avec Messi, avec donc Suarez et avec Gérard Piqué. J'aimerais bien qu'on parle, les amis, aussi de quelqu'un qui a retrouvé une seconde jeunesse. J'aimerais bien qu'on parle de Andrés Iniesta, une fois encore bourreau de Chelsea. Celui-là, il faut vraiment pas qu'il traîne du côté de Stamford Bridge. Bourreau de Chelsea, pourquoi? Souvenez-vous, le match à la dernière seconde en demi-finale de la Ligue des Champions. Où le réservé Iniesta a enlevé son maillot. Exactement, c'est rare. Très même réservé. En finale de la Coupe du Monde, je ne sais pas s'il l'a fait. Si, il l'a enlevé pour mettre un très beau geste Jarque, en hommage à Jarque, son ami mort cette année.
cette année-là, juste avant la Coupe du Monde. Iniesta qui retrouve une seconde jeunesse, ça coïncide avec l'arrivée d'un certain Coutinho. Mais Iniesta qui finit les matchs, Iniesta qui fait une saison exceptionnelle. Oui, après, il reste l'âme de cette équipe. Il est complètement l'âme de cette équipe. C'est vrai on parlait de Lionel Messi dépendance, mais c'est vrai que c'est le maître à jouer. Ces deux dernières saisons, il n'était pas, franchement, il n'était pas du tout flamboyant. Hein. Depuis, il a signé un contrat à vie avec le club, qu'il a le droit de reconduire à peu près comme il le veut. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a C'est réducteur quasiment. ce que tu dis, Gilles. C'est ultra réducteur pour un joueur comme Iniesta. Pourquoi ? C'est parce qu'il a signé un nouveau contrat qu'il a retrouvé une non, parce que jeunesse. mais c'est pas un nouveau parce contrat. Que moi je dis plutôt c'est parce que c'est-à-dire qu'il est arrivé dans une catégorie où quasiment aucun joueur de foot n'est arrivé, c'est-à-dire d'être vraiment l'élément constitutionnel d'un club. C'est ça qu'il a. Pas seulement d'un club, parce que ce bonhomme-là a gagné une Coupe du Monde, des euros. Il a beaucoup d'euros. Deux. Non, mais même beaucoup d'euros. Beaucoup d'euros avec un S. Ouais. Il fait des blagues aussi, t'avais oublié. Ouais, il fait des calembours. Des calembours. Non, pour moi, Iniesta, il y a deux choses. Premièrement, c'est pas facile de finir une carrière. Voilà. C'est pas facile c'est pas facile de terminer. Quand on est comme ça, il y a plusieurs scénarios et la plupart sont tristes. Oui, mais là pour le coup, il a raison de ne pas terminer puisque effectivement on peut se dire qu'il y a un dents de scie, mais qu'il y a toujours un moment où ça remonte. C'est bien ce que je dis. Donc c'est pas facile. Il est en train de réussir ça. Voilà. C'est pour moi, une équation un peu compliquée à gérer. Un joueur qui, c'est vrai que depuis 2 ans est en dents de scie, qui en même temps est capable de gestes phénoménaux à n'importe quel moment du match, qui est dur à sortir et à rentrer parce qu'il a quand même un statut, qui est capitaine quand il est sur le terrain ou pas sur le terrain. Et ce bonhomme-là, je vais juste dire une seule chose, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je déteste profondément le Ballon d'Or. Voilà. C'est parce que, si tu prends un peu de recul sur sa carrière... en 2010, non, mais parce que si tu regardes un peu de recul sur sa carrière, comme c'est un trophée médiatique attribué, excusez-moi, n'importe comment, que ce soit... ça ne veut rien dire. Donc tu vas te retrouver avec des palmarès. Si on donne trop d'importance à ce trophée, on est en train de le faire aujourd'hui, parce qu'on parle du Ballon d'Or dès février, qui va être attribué on va se retrouver avec des joueurs comme ça. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup dans beaucoup de clubs qui n'auront jamais ce trophée et qui seront toujours dans l'esprit de cette génération qui met tout sur ce trophée, relégués dans des footballeurs de seconde zone, derrière les ultra médiatisés. Non, mais il n'y a pas une génération qui met tout sur le Ballon d'Or. Ah si, je peux te rassurer, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on parle du Ballon d'Or. Tu es en train de me dire, t'es en train de me faire ce dont on parlait. Non, il n'y a pas quelqu'un qui dit le Ballon d'Or, c'est la récompense la plus importante et ultime du football. Non. Ballon d'Or. J'aimerais bien que tu aies raison, mais je pense que tu as tort. le Ballon d'Or que n'a pas eu, effectivement, moi aussi, j'ai trouvé un scandale que l'année de la Coupe du Monde, l'année du sacre, il a tout gagné ce monsieur, et on la donne à son coéquipier cette année-là, Lionel Messi. Et puis il y avait Schneider aussi, si tu veux rester sur 2010, qui gagne la Ligue. Non, mais sauf que lui, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, Schneider. Oui, mais en finale de la Coupe du Monde, il a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter. Mais sauf que Iniesta a gagné. Et en même temps, excuse-moi juste pour terminer sur ce sujet, en même temps, c'est des débats qui n'ont à peu près aucun sens, vu que les votes sont publics. Je ne sais pas s'il était en 2010, mais aujourd'hui, les votes sont publics, ils sont comptabilisés. Donc, le donner ou pas le donner, ça ne veut rien dire. Les gens votent et ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, on aurait dû le donner, on n'aurait rien donné, parce que chacun exprime son opinion. Non, mais juste pour terminer sur ce sujet, regardez les PDF des votes, ils sont publics, et regardez la mascarade que c'est de trouver le Lewandowski qui vote. Moi, j'ai voté pour cette année-là, et j'ai pratiquement tout. Non, j'avais tout juste. Moi, j'avais voté, mais pour la FIFA, pour le player, et j'ai voté pour Ronaldo, pour Buffon, je pense. Et pour le troisième, j'ai oublié lesquels. Moi, je me souviens que Florentin Pogba avait voté pour son frère. Voilà, mais bon. Les amis, j'aimerais bien aussi qu'on parle, avant de passer à l'autre match. Donc, ce Barça-là, avant de passer à Chelsea, ce Barça réaliste, ce Barça direct. Barça s'est pas créé beaucoup d'occasions de but, mais tout de même, hein, en termes de, je pense que j'ai vu le chiffre tout à l'heure, en termes de possession de balle, c'est 73%, mais on tire cadré un seul. Hein. Possession de balle, souvent très loin des buts. Hein. Ils ont été vraiment bousculés. Ouais. Parce que je disais tir cadré un seul. Ouais, ils ont été bousculés. On les a vus souffrir devant les coups de boutoir de Willian en particulier. Mais
Moi, je veux bien qu'on parle du Barça, on le fait, mais il y avait un adversaire en face. La Première Ligue est en forme. La Première Ligue est en forme. C'est certains résultats négatifs, mais quand on met ça en parallèle avec la victoire de Liverpool, le carton également de City, on va voir ce que va faire United, on est quand même devant des équipes qui ont beaucoup progressé et qui sont capables de poser des problèmes. On a vu une intensité physique nouvelle. On a vu également une capacité à se projeter vers l'avant qu'on n'attendait pas. Moi, on était resté, toi et moi, je pense, sur le Chelsea un peu de Mourinho qui allait nous fabriquer son bus. Là, on a eu autre chose. Et le problème n'a pas su être réglé par le Barça sur 90 minutes. S'il y a, à part cette faute horrible, mais sur le plan du jeu, ils ont rarement été débordés en termes de création d'espace, de jeu dans les intervalles, de vitesse, de jeu qui passe balle au pied. C'est pas passé. C'est pas passé aujourd'hui. Moi, je le maintiens. Le Barça est ultra favori, mais le retour va pas être aussi simple qu'on le pense. L'équipe de Chelsea qui a fait certainement, on n'a pas vu tous les matchs de Première Ligue, mais certainement son match le plus abouti, en tout cas à ce niveau, et face à un adversaire de ce calibre, avec un Willian qui a été juste exceptionnel. Les supporters de Stamford Bridge attendaient beaucoup Eden Hazard, parce que Eden Hazard... Qui était très bon aussi. Qui était très bon, effectivement, qui était très bon. Ils l'ont attendu parce qu'il est en train de traîner des pieds ces dernières semaines. On parle avec beaucoup d'insistance d'un possible et un futur transfert au Real Madrid. Il a été placé à la pointe de l'attaque, puisque Conte a préféré se passer des services à la fois de Morata et d'Olivier Giroud. Mais, Chelsea a fait un super match, grâce d'abord à Willian avec un but et 2 poteaux. C'est globalement un joueur qui a toujours été un peu sous-coté quand même, en fait, Willian. C'est un joueur qu'on n'a pas tendance à imaginer ainsi. Moi, je trouve que c'était tout à fait logique, en tous les cas, de la part du coach italien de ne titulariser ni Giroud, qui honnêtement, à mon avis, vient juste d'arriver, en quelque sorte, ni Morata, qui ne prouve rien. Il faut quand même se dire que depuis le début de saison... Ils l'ont tout de même acheté à 80 millions d'euros. 80 millions d'euros pour Morata et ouais, il fait mais petite, alors clairement, pour revenir justement sur l'esprit guerrier, c'est vrai qu'il a pas, on ne retrouve pas il ne comble pas l'espace laissé par un Diego Costa qui a vraiment fait toute la saison dernière beaucoup de bien. C'est vrai que, faut peut-être revenir à ça aussi. C'est vrai que Chelsea n'a pas fait un double recrutement très. Giroud est bien, mais en tous les cas cet été ça n'a pas été terrible, et c'est aussi un point de avec Drinkwater et Giroud et Morata que tu vas faire peut tenir tête à Giroud, à mon avis, il peut sacrément aider en Première Ligue quand même. Il y a les joueurs, mais il y a également le dispositif. Tu parles de l'attaque qui a été c'est vrai, qui s'est vraiment illustrée, mais regarde un peu ce que fait Moses sur le côté droit, qui n'avait qu'une mission, elle était plutôt défensive, c'est de couper la fameuse liaison, j'ai envie Messi, de dire, Messi, Jordi Alba, et il l'a fait parce que ces gens-là ont martyrisé la Liga. Avec leur 1-2, leurs appels en profondeur, passer derrière le défenseur, etc. Ça s'est bien passé. Alors, sincèrement, moi, je pense que si tu es sur une configuration comme ça au match retour, parce que tu parles de Giroud. Giroud, il va être bon quand tu vas dominer, parce qu'il lui faut des centreurs. Là, on est clairement dans une option de contre avec une vraie verticalité. Et c'est pour ça que pour moi, ce 4-4-2 marchait très bien. Il était un peu vintage, il avait l'air un peu ancien, mais moi, j'aime bien le 4-4-2. Et il faisait plaisir à voir, et il a fonctionné. Bon, après, le foot, c'est une question d'erreurs individuelles aussi, et c'est ça ce qui a créé cette affreuse chose. C'est 2 erreurs. Il y a Spilicueta qui se jette, il pense prendre le ballon, il ne le prend pas, et derrière tu le finisses. Mais c'est un assassinat. Il y a un niveau un peu moindre aussi, Reda. Bien sûr. L'équipe de Chelsea, donc, qui peut-être jouait sa dernière carte de la saison. On la sentait proche de l'exploit, mais également, et moi là je ne suis vraiment pas du tout de votre avis, moi je sens, c'est vrai qu'un partout ça reste ouvert, mais à Barcelone, c'est 90% de chances pour le Barça de passer face aux Blues. Oui, mais il y a un vrai suspense, je m'excuse. C'est ma statistique à moi. C'est ma statistique à toi. C'est ma statistique. Parce que là, ça ne peut jamais être 90%, c'est pas possible. Non. Mais comme il est nul en match... Ça a été l'année dernière la statistique du PSG qui avait 99% de chances de passer, et il n'est pas passé. C'est très difficile d'anticiper. 90%, tu vois, ça ne veut rien dire. Comme l'a dit Julie,
c'est une question de Messi, voilà, tout simplement. Si Messi est en forme, qui te dynamite ce match-là, aucune équipe au monde peut résister. Voilà. S'il se blesse dans les 15 Messi prochains met jours. la même intensité, si N'Golo Kanté est à ce niveau, et pourquoi pas si Chelsea ouvre le score, tu peux très bien terminer 1-1 au retour, ce serait... Je veux dire, c'est pas de la science-fiction ensuite. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. L'état de forme de Messi, la qualité du marquage autour de lui, l'implication que tu peux avoir sur 90 minutes, les erreurs, il y a beaucoup de choses. C'est un vrai Chelsea-Barça avec son incertitude. Et voilà, et puis il nous manque quand même, pour rentrer dans l'histoire, la légende et respecter la tradition du football européen, une grosse erreur d'arbitrage, voilà, elle n'est toujours pas arrivée, qu'on puisse s'enflammer pendant 2 ou 3 ans en attendant la suivante. Et que l'arbitre termine dans un monastère. Vous Voilà. savez que l'arbitre avait terminé dans un monastère. Quel arbitre? Celui de Drogba, celui de 2000. De la disgrace. Ouais. Disgrace. Il a terminé dans un monastère, mais par conviction Il est- ou par... Non, il est parti, en fait, il n'arrivait plus du tout à vivre et il voyait. Ah d'accord, par cheminement complètement, spirituel. D'accord. complètement. Il a passé 6 ou 7 mois dans un monastère. Ah, je croyais que c'était Ouais, une planque. Et la nuit, il revoyait les visages de Drogba, des siens. Au vrai, etc. au vrai. Et d'Iniesta. Bon les amis, c'est fini pour cette première partie du club. Il sera question dans la seconde partie, exactement, pas de monastère, mais de quelqu'un, d'un vieux monsieur qui est en train de donner un nouveau souffle au Bayern de Munich. C'est Jupp Heynckes, le Bayern de Munich, qui s'est imposé par 5 buts à 0 à domicile face au Beşiktaş. On se retrouve dans un très court instant pour la seconde partie du club. Rebonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie du club. Avec nous toujours Julie Rosselin et ses belles histoires de monastère. Et oui, je disais à Reda qu'il a également reconnu avoir oublié siffler plusieurs pénaltys. Il a, voilà. Voilà, c'est une interview à lire en tous les cas, c'est très il s'est intéressant. confessé il s'est confessé, le pauvre monsieur. Joli, Reda carrément. Lali, il mène par 1 but à 0. Julie, tu dois me trouver une histoire incroyable d'ici la fin. Tout de suite, si tu veux, Byron Moreno, arbitre de l'Italie, Corée du Sud, qui se fait radier par la FIFA et qui termine emprisonné pour trafic de drogue. C'est sérieux, de cocaïne. Mais... Ok, donc c'était fait. Hein, donc pas une opinion. déjà un but partout. Donc le Bayern de Munich qui retrouve une nouvelle jeunesse. On va voir tout à l'heure les chiffres de la métamorphose du club bavarois depuis le départ de Carlo Ancelotti et l'arrivée de Jupp Heynckes. Une victoire 5-0. Et si c'était l'année du Bayern 5-0 face au Beşiktaş? Cruel est le sort du Bayern de Munich, Ouais. qui, naturellement, à part quelques légers sautes de concentration remis, d'ailleurs réglés par Jupp Heynckes, est condamné à briller en Ligue des Champions parce que dans les compétitions domestiques, il les écrase sans adversaires à son niveau. Voilà, de temps en temps, quelques clubs qui viennent se dévouer pour le titiller un petit peu en début de saison, mais globalement, ils vont être champions en mars. Ça pourrait être un record cette année. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? On va tout regarder sur la Ligue des Champions, comme le PSG. D'ailleurs, il a à peu près le même problème, même si lui, il a plus de sautes de concentration vu que Monaco est champion. Et voilà, donc on va tout mettre sur la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ce n'est pas quelque chose qui se planifie, ça dépend de ton niveau, mais également du tirage au sort, et ça également de ton niveau de forme à un instant T, d'erreurs individuelles. C'est très cruel, mais aujourd'hui, quasiment, on est devant la seule compétition qu'ils sont en train de chercher et tout va être jugé là-dessus. Donc tout ce qu'on pourra dire sur Jupp Heynckes, qui a remis le Bayern sur les rails, qui a remis la discipline, qui a interdit les portables, qui a demandé aux gens de manger ensemble, de respecter le personnel, etc. Je peux te le garantir, si jamais il se vautre en quart ou en demi-finale, eh ben, ça sera juste des belles paroles et la réalité, c'est qu'ils veulent ce trophée qui leur échappe depuis 2012. Et pour le moment. Et depuis le départ de Jupp Heynckes, parce que c'est vraiment une belle histoire, l'ironie de l'histoire. Moi, ça serait vraiment une très très belle histoire si jamais Jupp Heynckes permet au Bayern de s'installer en tête du football européen une fois encore, parce que Jupp Heynckes a été débarqué justement pour laisser place à un certain Pep Guardiola après avoir tout gagné. Depuis, ils n'ont plus rien gagné. Ils avaient fait le fameux triplé Coupe Championnat et Ligue des Champions en 2013. Après c'est quand même très difficile sur cette saison de se rendre compte pour le moment de ce que vaut ce Bayern-là, puisque en groupe, on ne les a pas vus extraordinaires. On peut dire qu'on a vu effectivement un bon match face à un Paris Saint-Germain complètement disloqué. Oui, il n'y avait pas le retour, il était là quand même. C'est un bon match. Oui. Mais face à qui? Face à un Paris Saint-Germain qui était quand même un peu disloqué. Et puis après,
Là, le Beşiktaş, on ne peut pas dire que ce soit un adversaire vraiment à la mesure de ce Bayern-là. Donc, à mon avis, on n'est pas encore au niveau de réaliser ce à quoi il vaut vraiment. Ouais. Il y a deux choses dans le retour de Jupp Heynckes. Il y a la volonté de faire, je ne sais pas comment on dit, dans les vieilles marmites, ou, je sais pas, voilà. C'est d'ailleurs, bon, c'est rarement que ça marche de répéter les formules, mais il y a surtout également une volonté, parce qu'il y avait un certain agacement en Bavière. On sait que les anciens joueurs ont beaucoup la parole, ce qu'ils disent compte, l'opinion publique est importante. Non seulement ils ont de la parole, Reda, mais ils dirigent le bien club. sûr, bien sûr. Ils dirigent aussi. Il y a ceux qui dirigent le club et il y a les ceux qui sont dans la presse. Voilà, ils sont dans la presse. Voilà, quand on écoute, voilà, et des gens qui ne mâchent pas leurs mots, hein, c'est parfois très brutal. Mais il y avait un certain agacement qui était dû au fait que vous savez que l'Allemagne, depuis des 10 dernières années ou 12 dernières années, a complètement changé son ADN footballistique depuis l'échec de. La faute paraît-il, certain Pep Guardiola. Voilà, non, mais même au niveau ils ont gagné la Coupe du Monde avec. Mais il y avait une frustration. Ils se disent bon, on a complètement latinisé notre jeu pour aller vite. On a changé l'ADN de notre football. On a ramené beaucoup d'étrangers. On joue plus pareil. C'est pour nous, dans nos critères, peut-être moins spectaculaire. Et en plus, ça ne marche pas. Voilà. Donc il y a cette idée aussi de revenir, c'est la fameuse interview de je ne sais quel entraîneur de Bundesliga qui dit j'arrive plus à trouver des gars qui tirent de 30 mètres. Voilà, tout le monde veut faire 25 passes. Mais c'est vrai, et on sent, c'est un débat un peu sur la mondialisation, on les sent comme ça à vouloir revenir à ce qui a fait la gloire du Bayern, c'est-à-dire les glorieux roches de Rummenigge, les gros coups de... Les têtes de Eunès. Têtes de Eunès. Mais dans le style, c'est pas vraiment le cas. De Klaus, de Hieronymus. Voilà. Donc maintenant, ce Jupp Heynckes relève de cette philosophie-là. Ça va marcher ou pas. Malheureusement, la Bundesliga, c'est fait. On va voir si ça va donner. Juste pour vous donner, mes amis, quelques chiffres sur l'ère de Jupp Heynckes. Avec donc, le Bayern de Munich, là, c'est 14e victoire d'affilée. Quand même 14 victoires d'affilée, ce qu'il n'avait jamais réussi à faire en 40 ans de carrière en tant qu'entraîneur. Et il y a aussi 22 victoires, 2,4 buts par match. Il préserve des joueurs les plus importants pour les grands matchs comme ça. Et puis il y a les règles. Les règles du vestiaire, je vous en donne quelques-unes, Reda en a parlé. Il a imposé 6 nouvelles règles, pas de portable, manger ensemble, être sympa avec le personnel du club. Et j'aime bien aussi un rangement collectif des vestiaires. Je vais faire la même chose à la maison. Un rangement collectif des vestiaires. Un vieux monsieur, il était complètement déconnecté. Quand il est venu, on lui a dit « Alors, tu suis un peu le foot ?» « Ah, j'ai regardé quelques matchs. » Et qui arrive, avec son staff bien sûr, à ramener rapidement. Comment on peut l'expliquer, Julie ? J'en ai aucune idée. À mon avis, pas en rangeant le vestiaire tous ensemble. Ça me semble pas être vraiment la chose. Je pense que ranger les vestiaires, c'est dans l'état d'esprit. Obliger les joueurs à prendre les repas ensemble. C'est ça aussi. Hein. C'est le FC Hollywood, le Bayern de Munich. Et quand lui arrive à imposer ça, parce que Jupp Heynckes, quand même, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de trophées, que ce soit avec le Real Madrid, que ce soit le Bayern de Munich, ou que ce soit aussi en tant que joueur. Ce sont des égos et des mentalités que tu retrouves dans tous les vestiaires de tous les grands clubs européens, Jalal. Et pour autant, c'est pas parce que tu fais ranger ton vestiaire par tes joueurs que ça fonctionne. Tu imposes une certaine, mais au lieu que ça soit la Bérésina, tu essaies en tout cas d'imposer une certaine discipline. Il y a des configurations de clubs en échec. Bon, ils n'étaient pas en échec, mais ils avaient pris une très humiliante claque à Paris qui a coûté sa place à Carlo Ancelotti. On a l'impression qu'il existe des clubs qui sont en sous-performance pour des problèmes d'investissement ou de motivation ou d'implication des joueurs. Voilà. Je parle de sous-performance, c'est-à-dire que ça ne doit pas arriver. Et donc, du coup, un peu de militaire, disons, pour aller vite, peut les reporter à leur niveau naturel quand le problème est l'implication. Parfois, il y a des clubs qui ne marchent pas parce qu'il y a d'autres problèmes. Des problèmes techniques, des problèmes de l'équipe qui ne tourne pas, des problèmes de schéma de jeu, des problèmes d'effectifs, des problèmes physiques. Mais là, on avait clairement un problème d'implication. Voilà. Alors, quand tu as un problème d'implication, effectivement, venir engueuler tout le monde et demander d'éteindre les portables peut permettre de réveiller un peu les... Voilà. C'est comme quand tu as un gosse, quand tu as un enfant qui a des mauvaises notes parce qu'il ne comprend pas, c'est pas en lui disant éteins ton portable, ça va aller mieux. Par contre, s'il a des mauvaises notes parce qu'il ne se concentre pas, ouais, tu peux lui demander d'éteindre son portable. Mais ce n'est pas le même, entre guillemets, mauvais élève. Il y en a un qui n'est pas impliqué et l'autre qui a des vraies difficultés. Et si tu es dans le cas des vraies difficultés, tu peux ramener tous les gardes chiourmes du monde et les coups de matraque, ça ne sert à rien. Parce que chez nous, au Maroc, on a des entraîneurs comme ça qui communiquent beaucoup sur la discipline.
et qu'on a l'impression que derrière, il n'y a rien de technique. Mais là, le problème peut-être était que ça. Voilà. Tu veux parler de Bedou Zeki, Pas seulement, l'énorme c'est très discipline alarmant. qu'il a instauré en arrivant chez les Lions de l'Atlas. C'est comme si on avait plus besoin d'un flic que d'un technicien, que d'un sélectionneur, que d'un mais c'est tacticien. plus compliqué que ça, parce qu'il ne suffit pas de taper du poing sur la table. Parce qu'effectivement, on le sait aujourd'hui, après tout ce que nous raconte Hervé Renard pour rester sur ce sujet, qu'il y avait un problème d'investissement. Mais le problème d'investissement ne se règle pas uniquement en tapant sur la table. Ça se règle aussi avec une dynamique positive, avec des victoires et avec des idées. Voilà. Oui, peut-être que ça se règle aussi en s'ennuyant moins. Moi, je pense que le vrai problème de ce Bayern-là, Reda le disait tout à l'heure, c'est le manque de compétitivité dans son championnat national. Tu t'ennuies. Sauf que le Bayern peut aussi se dire qu'il se met parfois quand même un peu des balles dans le pied, qu'il se tire un peu des balles dans le pied quand on part recruter quasiment chaque année les meilleurs joueurs des équipes adverses. Comment veux-tu que ton championnat, à un moment donné, il soit un peu compétitif quand tu viens piocher chez les adversaires? Ça semble, à un moment donné, une sorte de cercle vicieux quand même. Championnat compétitif, Oui. comme la Ligue 1. Non, pas comme la Ligue 1, du coup. C'est le même problème. Voilà. C'est le même problème, effectivement. Les amis, donc le Bayern. Avec moins de Ligue des Champions, quand même. Qualifié avec moins de Ligue des Champions. Et en pillant moins chez les adversaires. Côté Ligue A, exactement. Donc, les amis, si on parlait du match de ce mercredi, avec notamment ce choc entre le FC Séville et Manchester United. Manchester United qui, avec un José Mourinho, quelqu'un qui a déjà gagné la Ligue des Champions déjà à 2 reprises avec le FC Porto et avec aussi l'Inter de Milan. Avant d'évoquer ce match, on va s'intéresser au cas Paul Pogba, qui était à un moment le transfert le plus cher de l'histoire du football. Entre-temps, il paraît que, et depuis l'arrivée d'un joueur qui touche beaucoup plus que lui, un certain Alexis Sanchez, ça se passe de moins en moins bien pour Paul Pogba et même Mourinho commence un petit peu à s'énerver. Le torchon brûle-t-il donc entre l'enfant terrible du football français et le Special One? On regarde ce sujet et on débat juste après. Il n'a pas de cheveux colorés, pas de grosses voitures, pas de montre ni de tatouage. Lui, il mérite de jouer plus. Voilà ce que disait José Mourinho sur le milieu écossais de Manchester United, Scott McTominay, une pique directe à l'attention de Paul Pogba. La guerre semble donc déclarée entre les deux hommes, même si le coach portugais affirmait encore la semaine dernière que tout allait au mieux entre eux, que seul posait problème le niveau de performance du Français, car sportivement, le milieu de terrain connaît une mauvaise passe, peu séduisant dans le jeu, beaucoup moins technique, physiquement diminué et remplacé 2 fois lors des 3 derniers matchs. Paul Pogba traverse un trou d'air. Pire, son coach lui reprocherait sa décontraction, voire même sa négligence en dehors du terrain. L'international français de 24 ans, qui ne semble pas vraiment remis de ses blessures à la cuisse et aux ischios, a également un problème de taille, celui de son positionnement sur le terrain. Beaucoup lui reprochent son manque d'impact et ses nombreux déchets techniques, avec une menace supplémentaire, l'arrivée d'Alexis Sanchez. Un coup dur pour l'ancien joueur le plus cher du monde, dont le rôle pourrait être transformé. Celui qu'on imaginait comme le futur numéro 10 de Manchester United pourrait se voir cantonné à des tâches beaucoup plus défensives. Ajoutons à cela le peu d'entente entre l'ancien joueur de Turin et le Chilien, de quoi faire regretter à Paul Pogba son retour à Old Trafford. Donc, Julie. Ben oui, il semble bien qu'il y ait un problème effectivement entre les deux. À mon avis, ça se développe sur plusieurs phases. Effectivement, je pense que l'arrivée d'Alexis Sanchez a créé un problème. Ça a créé peut-être effectivement un problème, un conflit d'ego. Je pense qu'il y en avait déjà un conflit d'ego entre Paul Pogba et Mourinho lui-même. Effectivement, il y a maintenant peut-être entre ces deux joueurs-là. Je pense qu'il y a l'éternel problème de Paul Pogba qui est celui de son positionnement sur le terrain, qui n'est pas très clair. Je pense que comme c'est une équipe de Mourinho, on lui demande forcément un très gros travail défensif, car à un moment donné, je pense qu'il va falloir se rendre compte que Paul Pogba, au-delà de ne pas aimer ça, n'est pas bon pour cela. Et puis voilà, après, des déclarations de ci, de là.
et une forme de conflit qui est, je crois, de plus en plus ouvert entre les deux. Donc effectivement, ça s'annonce pas très bien pour les deux. Mais moi, je pense au contraire je pense le contraire. En fait, je pense que c'est très calculé. Je pense qu'effectivement, il y a un problème de performance de Paul Pogba, mais je pense que Mourinho va au clash comme il est parti au clash avec Benzema ou avec Hazard, ou avec même Ronaldo. C'était pas le long fleuve tranquille d'une relation sereine. Il l'attaque sur ses choix capillaires, sur ses tatouages. Enfin bref, on est dans la provocation. Je pense qu'il pense, et peut-être qu'il a raison, le faire réagir, le faire parce qu'effectivement, il y a un problème. Et peut-être que c'est une option, pour moi en tout cas calculée. Parce qu'on parle quand même, tu dis il y a un problème d'ego entre Mourinho et Pogba, il y en a un qui est l'entraîneur de l'autre. Il a 20 ans de plus ou 30 ans de plus d'expérience. On n'attend pas la même immaturité d'un joueur de 25 ans qui touche beaucoup d'argent et qui est complètement sur un nuage que d'un coach qui depuis 25 ans est sur le toit de l'Europe. Donc pour moi c'est calculé. On va quand même être d'accord que José Mourinho est quand même sacrément immature. Il est devenu de plus en plus immature. C'est-à-dire qu'il avait comme stratégie le conflit, la provocation, changer de cible et se présenter pour protéger ses joueurs. Il a fait ça toute sa carrière. Mais aujourd'hui, effectivement, il est en train de perdre un peu le contrôle. Avec plus ou moins de succès dans cette stratégie-là. Avec plus ou moins de succès. Pour moi, la cassure, c'est le Real. Voilà. Pour moi, la cassure, c'est le Real, où effectivement, il laisse un vestiaire dévasté. Mais on est en Ligue des Champions. Mourinho, il est fort pour casser le jeu de l'adversaire. C'est les confrontations aller-retour. On reste sur le Real, sur Chelsea et maintenant Manchester United. Oui, mais le Chelsea, il a été champion. On n'oublie pas ça. Chelsea voulait être champion. Chelsea a été champion. Après, tu ne peux pas gagner la Ligue. C'est un championnat compétitif quand même. Ensuite, il a été viré au bout de quelques mois. Oui, parce que son management par la tension, par la confrontation. Voilà. Mais en même temps, ça crée. On a l'impression que la formule peut arriver à ça. Tend vers sa fin. Voilà, tend vers sa fin. Bon, voilà, il va peut-être se réinventer, il va peut-être continuer, il va peut-être réussir à réveiller Pogba ou pas, mais je suis convaincu qu'on est dans du mourinisme classique. Voilà. Peut-être qu'il a trop duré ce mourinisme classique, peut-être qu'il a devant lui une autre génération de joueurs qui ne fonctionnent pas sur les mêmes ressorts. On le verra, mais en tout cas pour moi, on n'est pas du tout dans la perte de contrôle, on a la provocation. Tu voudrais dire qu'il n'arrive pas à s'adapter à une nouvelle génération de joueurs, dont fait partie Paul Pogba par exemple. Peut-être que c'est ça, parce que les choses changent, et peut-être aussi que sa méthode s'use. Peut-être que tu arrives comme ça, tu divises le vestiaire, tu pointes quelqu'un du doigt, ça peut créer des déclics qui font que la personne se sublime, ou ça peut créer, comme ça l'a fait au Real, un vestiaire dévasté qui n'avait besoin que de sérénité pour retrouver son niveau, ce qu'a fait. Moi je pense que cette méthode sur Paul Pogba, elle n'a pas de sens. Paul Pogba, déjà, il a été blessé, il revient de blessure, il y a toujours un problème sur son positionnement. Et là, en plus, tu lui amènes un gars qui va falloir qu'il recule encore plus. C'est-à-dire que celui qu'on voyait comme le numéro 10 de cette équipe ne le sera pas. Donc, il faut demander je pense que ce gars-là, il est déjà... Il faut demander à Kanté. À Kanté, pardon, à Kanté. Non, mais c'est vrai. Regarde le Pogba de la Juve. On est d'accord, les amis. Phénoménal. On est d'accord, les amis, que depuis le début de la saison, depuis d'ailleurs, moi, franchement, depuis son arrivée à Manchester United. Non, je sais ce que tu vas dire et c'est pas vrai. Si, il a raison. Je sais ce que tu vas dire et c'est pas vrai. Parce qu'il va dire, mais laisse-moi m'exprimer. C'est deux philosophies. Tu vas dire qu'on n'a pas vu l'impact de Paul Pogba. Bon, on n'a pas vu. C'est faux. C'est faux. C'est faux parce que quand il a été. C'est faux parce qu'il a été entré. D'ailleurs, quand il est revenu de blessure là, il a fait peut-être 2 ou 3 très bons matchs. Quand Paul Pogba est dans une très bonne forme, dans cette équipe de Manchester United, il peut changer la physionomie d'un match, il peut changer la physionomie de l'équipe. C'est assez vrai. Malheureusement, c'est un joueur qui n'est pas dans la stabilité. C'est un joueur qui est, je pense, finalement beaucoup plus sur la psychologie que ce qu'on peut croire. Il est très... Et puis surtout, il a un côté... nonchalant, il a un côté... Non, c'est pas de la nonchalance. Il y a un côté qui est très gênant chez lui, c'est le fait d'être déconcentré. En fait, il a vraiment des périodes de déconcentration, justement à ce moment très précis où on lui demande généralement de se replier. Et c'est généralement là où il n'est pas bon. Et si tu ajoutes à ça le fait que dans tout ce qu'on va lui demander, c'est-à-dire qu'il n'est pas très bon de la tête, c'est-à-dire qu'il ne sent pas vraiment... Mais c'est vrai, il ne sent pas vraiment le danger arriver. Je suis désolé, il porte avec lui, je pense, ce lourd poids de 130 Je ne suis pas sûre parce qu'en plus, ce n'est plus le joueur record battu à l'époque. Non, il y a deux choses. Oui, bien sûr. Il pose beaucoup de questions. Pogba pose beaucoup de questions. On le voyait sur une autoroute qui était beaucoup plus impressionnante que ça vers un succès, vers une gloire. Et en même temps, Pogba, il joue à Manchester United qui, aujourd'hui, sous la houlette de Mourinho, est une équipe super physique. Terrible à voir jouer,
et qui a des résultats, même en faisant grogner ses supporters, elle a des résultats, parce que s'il n'y avait pas un City supersonique, il serait premier. Et Pogba, donc, on lui demande du sacrifice, on lui demande du Mourinho, du sacrifice, du marquage, du replacement. Oui, on lui demande tout ce dans quoi il n'est pas bon et où il n'a jamais été bon quasiment. Peut-être qu'il va progresser, peut-être que pas, peut-être que Mourinho va partir, peut-être que Pogba va partir, peut-être que les deux vont partir. Mais globalement, on est dans une situation de crise qui est, à mon avis, volontaire et qui devrait, ou pas, en tout cas aboutir à quelque chose de nouveau, et ça peut être très positif pour lui. En tout cas, avant d'aller évoquer le cas de l'adversaire FC Séville, je vais ouvrir un petit débat qu'on va poursuivre après dans une autre édition du club sur les clubs anglais qui sont en train de s'imposer sur la scène continentale, dopés peut-être aussi par des droits télé et de l'argent qui leur tombe sur la tête à ne pas savoir quoi en faire. À part Chelsea, et ça on le sentait, on risque d'avoir quand même 4 clubs anglais en quart de finale. Est-ce que, et c'est ça ma question, est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui, les clubs anglais, de mettre un terme à l'hégémonie espagnole en Ligue des Champions? Disons que tu as plus de chances de mettre un terme à l'hégémonie espagnole quand tu es 4 sur 8 que... Je ne sais pas, la victoire finale, on a quand même l'impression que les clubs espagnols, enfin c'est même plus les clubs espagnols, c'est le Real et le Barça, sont un petit peu au-dessus, mais c'est clair qu'il y a une progression qui devrait aboutir à un équilibre. Quand on voit aujourd'hui l'intensité de la lutte pour d'abord la qualité de la saison de City, et l'élimination en coupe ne change rien. Et le super championnat qu'il y a après. Le super championnat qu'il y a trop, parce qu'on est avec Liverpool, on est avec Chelsea, Liverpool, United, Tottenham pas loin, et tous ces gens-là se bagarrent ils se tiennent en 2 ou 3 points. Et puis il y a également l'intensité des matchs. Quand vous regardez ce que propose par exemple Liverpool, c'est quelque chose de très, très, très intéressant, parce que cette espèce de pressing offensif, d'être capable de mettre de la pression, de l'intensité systématique, ce n'est pas des schémas tactiques très évolués, mais tout est sur la vitesse et la verticalité. C'est quelque chose qui est très différent de ce que proposaient les Espagnols, qui étaient plus sur la possession et compagnie. En tout cas, bien évidemment, ça fait plaisir d'avoir une vraie opposition de style, ça fait plaisir d'avoir une vraie opposition également culturelle, parce qu'on n'est pas quand même voué à commenter des Barça, Real et des Atlético, Séville toute notre vie. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Et c'est surtout ça. Non, mais je le dis. Mais bien sûr, mais je le dis. Et quant à te dire si ça va passer en victoire finale, sincèrement, c'est très très compliqué. Mais à la limite, le vrai niveau serait d'avoir ces 4 quarts de finalistes, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Reda. Je pense aussi qu'il ne faut pas... Je ne suis pas sûre qu'en gros, cette grosse présence britannique qu'on a cette année, ce soit par exemple... Tottenham, pardon, tu as oublié Tottenham. Bah oui, que ce soit par exemple le cas encore la saison prochaine. Je pense que ça a été aidé déjà parce que les équipes ont eu une certaine stabilité. On est sur des 2 ans et demi avec le même coach. On est, tu vois, sur des équipes qui ont eu le temps de se former avec l'année dernière qui a été à oublier sur la scène continentale pour les clubs anglais. Et puis, je pense quand même que, je ne sais pas, mais je me dis que le fait que Manchester City ait tout de suite accroché le titre, à mon avis, ça a aussi aidé un petit peu quand même à cette présence en Europe. Bon, juste un petit moment, ça me désole, mais c'est une question d'argent quand même. Le Real est construit, le Real fait jouer Bale et Modric qui viennent de Tottenham. Liverpool, a également s'est construit autour de Mascherano, qui est passé par West Ham et Liverpool, Coutinho, Suarez, Liverpool. Voilà. Donc à un moment, moi je pense que pour arriver à ce qu'on tu décris, c'est une sorte d'équilibre, il faudrait que la fin de tout parcours ne soit pas l'Espagne, le Real ou le Barça. Voilà. Tant que la fin de n'importe quel parcours d'un joueur qui brille au championnat d'Angleterre est vouée pour des raisons non seulement financières, mais également, il ne faut pas le cacher, question de qualité de vie, culturelle, etc. C'est quand même plus agréable que de la grisaille anglaise, le soleil espagnol que la grisaille anglaise. En attendant qu'on ait un soleil marocain. Par exemple, Coutinho n'est pas parlé que pour le beau soleil de Catalogne, c'est 160 millions d'euros quand même. Mais bien sûr, mais justement, mais ça va se régler. Ça, demain ou après-demain, ça va se régler. C'est-à-dire, normalement, ça devait l'être déjà. Il n'y a pas comme ça. Il y a également aussi du prestige. Tu joues au Barça avec Messi. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est le prestige de côtoyer les 2 plus grands joueurs. On va quand même mettre Cristiano dedans, de mettre Cristiano et Messi. Le prestige, Julie,
dans ce même championnat-là. Slash aussi le palmarès. Parce que quand ils voient les gars, ils voient que les 4 derniers vainqueurs, ou les 5 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, c'est des Espagnols à un moment ou à un autre. Il dit même, par exemple, s'il laisse de côté son intérêt personnel ou l'argent, tout bêtement, il sait qu'avec le Barça ou le Real Madrid, il peut gagner. Je t'ai donné donc ta petite minute de gloire pour parler d'autre chose que du football espagnol. Là, on va revenir à l'Espagne, mais pas au club que tu adores, le Barça. Et la formation du Real Madrid, mais du FC Séville. Le FC Séville qui, en train après un passage à vide à la fin de l'année 2017, en train de retrouver des couleurs. Il est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone et il affronte demain le grand Manchester United. Avec nous au téléphone, notre consultant pour le football espagnol, Frédéric Hermel. Fred Hermel qui revient sur cette forme du moment du FC Séville. Fred. Ça va mieux, hein. C'est vrai que l'arrivée de Montella a fait du bien. Les gens, regrettent la manière dont Berizzo avait été viré alors qu'il était soigné d'un cancer. Mais c'est vrai qu'au sein du vestiaire, ça passe mieux. Montella est un meneur d'hommes, c'est un bon tacticien. J'ai eu l'occasion de discuter avec Carlo Ancelotti, qui le connaît bien. Il me disait que, vu les forces en présence, il ne serait pas étonné que l'outsider, puisque bien entendu au niveau des moyens, au niveau des joueurs, Séville n'est pas favori de ce huitième de finale, mais que, attention, les Sévillans pourraient très bien créer la surprise et se qualifier face à Manchester United, un club où il n'y a pas forcément une grande sérénité en ce moment. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait une petite victoire 1-0 de Séville ce mercredi à Sánchez-Pizjuán. En tout cas, les Sévillans vont de l'avant. On a des joueurs qui sont en forme, notamment Muriel, l'attaquant colombien, Ben Yedder qui a encore marqué ce week-end, Sergio Rico qui était le gardien qui était passé par une phase un peu compliquée, là a retrouvé de la sérénité. Non, moi je suis plutôt optimiste pour les Sévillans. Voilà, plutôt optimiste pour l'équipe du FC Séville, notre Fred Hermel national. C'est vrai qu'il y a cette polémique. Qui est généralement optimiste sur tous les clubs espagnols. Quand pour même, les clubs espagnols. Et puis pour le Real, est doublement optimiste. Voilà, ce serait Eibar, il serait optimiste. Pour Eibar, face à Manchester City, il serait quand même optimiste. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, il est optimiste pour tous les clubs espagnols, mais pour le Real Madrid, il est en transe. Là, on est une forme d'optimisme. Mais après, sérieusement, Séville, je ne l'avais pas trouvé bon en phase de groupe, ils sont passés. Oui. Mais c'est bon, depuis il y a eu l'arrivée de Montella, je suis pas j'ai pas regardé ça de suffisamment près pour avoir une opinion. J'ai quand même l'impression qu'avec Mourinho en face et cette espèce d'abominable bloc que constitue Manchester United, ils vont souffrir. Hein. Ouais. À mon avis, ça va commencer. La souffrance va commencer au match aller à domicile, où on risque de se trouver devant un match plutôt fermé. Je ne sais pas si Séville a les clés du coffre, et je ne sais pas comment est le Séville de Montella par rapport au Séville de Berizzo, pour être très honnête, par rapport à la phase aller la phase de poule que j'avais plus suivie. Justement, il y avait une énorme polémique contre le FC Séville qui commence à avoir des mauvais résultats avec Berizzo. Ça a coïncidé avec l'annonce du cancer dont souffre l'entraîneur argentin. Juste après, mais vraiment quelques jours après ou quelques semaines après ou plus, il a été démis de ses fonctions d'arrivée de Montpellier. C'est pas vraiment comme ça. Comment ? C'est pas vraiment comme ça. En fait. Si, c'est ce qui a créé un peu cette énorme polémique. Oui, c'est-à-dire que c'est apparu comme ça dans la presse, je crois, mais après... Non, c'est venu avec les mauvais résultats, mais les gens disaient peut-être il avait des circonstances atténuantes quand même. Et que quand quelqu'un arrive prendre le poste d'un technicien, d'un entraîneur qui est en train de lutter pour sa vie, ça avait... on est en train de parler de l'Andalousie, de gens qui sont un peu très sensibles à ce genre de sujet. Il n'y a pas qu'en Andalousie qu'on est... Voilà. Non. C'est quoi cette Mais idée encore plus. Moi, j'ai ma théorie. On est beaucoup plus sensible en Andalousie qu'au nord du Danemark. Au nord du Danemark. Je sais pas juger ça. Je connais pas non plus les tenants et les aboutissants. Je suis pas là non plus pour donner. Enfin, j'ai pas tellement d'opinion là-dessus. Ce que je sais aujourd'hui. Mais il va te la donner quand même. Non. Ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Tu n'as pas. Reda, il faut qu'on parte d'un principe. On va remettre un petit peu les règles du jeu. C'est comme pour Youpankes. Si jamais. Oh là là, attends, il va falloir qu'on aille ranger les. Non. Vous allez ranger les vestiaires. Non, mais si jamais, Reda, t'as pas d'avis.
Tu te tais. Non, c'est pas ça. J'ai un avis sur autre chose. Je vais quand même. Ah, voilà. Et ça va aller très vite. C'est-à-dire que sur ce cas particulier, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas le cancer et tout, c'est quelque chose de personnel, c'est pas facile de commenter. Par contre, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les clubs de foot, ils font très attention à leur image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le coup, non, mais justement, c'est un souci pour Oui, eux. c'est Alors un qu'avant, souci, ouais. non, mais c'est un souci. Avant, aujourd'hui, avant, est-ce que tu peux me citer un entraîneur des années 80 qui était malade sur un banc de touche? Ça ne se disait pas. On ne le savait pas. C'était du domaine du privé. On l'apprenait après qu'ils avaient des difficultés. On était vraiment dans la gestion de. Je prends, permettez-moi juste l'exemple, mais c'est pas pour rentrer un peu dans les mélodrames. Le FC Barcelone Ouais. Oui, avec avait Abidal. la même histoire. Oui. Non seulement avec Abidal, mais surtout avec Tito Villanova. Oui. Et il y a des gens, qui pensent que le club le plus puissant au monde, et il est resté là jusqu'au bout pratiquement. Eh bien, il y a des gens qui ont des arguments. Je suis pas sûr, je sais pas si je suis d'accord avec eux ou pas, mais qui estiment qu'il y avait également une exploitation un peu commerciale, un peu lacrymale, un peu voyeuriste de cette histoire-là, voilà. Et qu'il y a des années, peut-être qu'il y a une autre façon de gérer ça, c'était de ne pas poser ces problèmes de santé sur la place publique, ne pas en faire un enjeu, un sujet, y compris pour nous qui sommes là pour commenter le sport. Je veux dire, c'est très délicat. Et certains parleront de dérive, d'autres d'évolution, mais on est vraiment en train de voir quelque chose qui se déplace du monde du sport avec une vie privée et que ça n'existe plus du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question elle est morale, mais elle n'est pas... Reda, monsieur 270 000 followers sur Twitter, obligé aujourd'hui d'être dans ce voyage, puisque tous les joueurs, toutes les stars du football mondial ont des réseaux sociaux, partagent leur vie, partagent leurs assiettes, partagent les couches de leur bébé. Si tu as un cancer et que tu ne veux pas le dire, les réseaux sociaux ne t'obligeront jamais à le dire. Le médecin, il est tenu au secret professionnel et toi, tu as tes bilans de non, mais par honnêteté aussi, mais aussi ce qui est important, par honnêteté par rapport à son groupe, parce qu'on va être diminué et qu'on va peut-être avoir à s'absenter pendant un certain temps, on est obligé de l'annoncer. Merci beaucoup, Reda Al-Lali. J'ai été trop sympa avec toi, Julie, en l'occupant à parler d'autre chose que du Real Madrid et la remontada à l'envers. Merci, Julie. Merci Reda, c'était un plaisir de vous avoir ce soir encore. Merci à Mohamed Afifi, notre réalisateur, à tous nos amis de l'équipe technique. On va se retrouver mardi prochain pour un nouveau numéro du club. Ciao.